13e journée consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour manifester contre le régime de Faure Gnassingbé en place depuis 20 ans. La répression a été violente. Un vaste dispositif policier a été déployé dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise. Les forces de l'ordre ont utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes. Certains dénoncent même des méthodes plus radicales encore. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Les manifestants protestent contre la hausse des prix dans le pays, notamment ceux de l'électricité, mais aussi contre la réforme constitutionnelle. Les partis d'opposition craignent qu'elle permette au président actuel Faure Gnassingbé de consolider et de pérenniser son pouvoir. En 2005, il a succédé à son père, lui-même à la tête de l'État pendant 38 ans. Jusqu'à présent, le gouvernement togolais a répondu aux manifestations par la répression. Plusieurs personnalités critiques du pouvoir ont été arrêtées ces dernières semaines. L'ONG Amnesty International a également rapporté des faits de torture, des accusations démenties par les autorités. Le ministre du Travail estimant que le gouvernement ne faisait que répondre aux intentions des manifestants de semer le chaos. Faure Gnassingbé, tu es le diable en personne. Et moi je te dis, tu envoies les miliciens, les militaires tabasser ton peuple. Que tu gouvernes, que tu veux gouverner et que tu as gouverné. La population ne veut plus de ce président, si c'est encore un président, depuis 2005. Depuis 2005, après son papa, il a pris le pouvoir. Ça fait 20 ans. Il vient de changer la constitution. Ils disent, ne touche pas à ma constitution. Ne touche pas à la constitution. Là, il a juste changé la constitution. Il n'y a plus de mandat. Il ne sait pas pourquoi il veut faire style, il veut respecter la loi. Ça fait depuis 2005 qu'il est président. Là, il a supprimé la constitution. Les 2 mandats, ça n'existe plus. Il peut être président à vie. Bah, c'est ce qui était prévu. Les gens ils disent non, on ne veut pas. Là, il est en train de massacrer tout le monde. Là, il est en train de réprimer les manifestations. Il n'y a personne qui passe. Il n'y a personne qui ouvre la bouche. Il n'y a personne qui passe dans les rues. Les policiers, les militaires sont partout dans les rues. Parce que pour comprendre cette obsession de certains dirigeants africains à vouloir s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, y compris au prix de la violence ou des massacres, il faut qu'on mobilise plusieurs clés d'analyse psychologique combinées à des facteurs historiques, culturels et politiques. En premier argument, il y a le syndrome du messie indispensable. C'est une forme de mégalomanie politique. Certains dirigeants développent une identification délirante à l'État. Le pays, c'est moi. Sans moi, tout s'effondre. C'est ce qu'ils ont en tête. Ils ne font plus la différence entre leur personne privée et leur fonction publique. Ils se perçoivent comme uniques, indispensables et parfois même choisis par les dieux ou alors choisis par l'histoire. Cela relève d'une mégalomanie, un trouble où le sujet surestime sa valeur, son rôle et sa destinée. Conséquence psychologique, un tel dirigeant ne peut pas imaginer le pays survivre sans lui. Donc, quitter le pouvoir devient pour lui une angoisse existentielle. Les récents événements au Togo méritent toute notre attention. Parlons rapidement de la CEDEAO, cette conférence des États dociles aux ordres. Parce que cette organisation, soi-disant défenseur de la démocratie, crie au scandale quand un soldat patriote prend le pouvoir. Il n'est plus question d'un ultimatum aux putschistes, mais la pression reste très forte. Les chefs d'état-major de la CEDEAO, réunis hier à Abuja, ont enclenché la première étape d'une éventuelle intervention militaire. Nous ordonnons au comité du chef d'état-major de la défense d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO, avec tous ces éléments, ainsi que le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Mais reste muet, plus qu'une tombe même, quand un président s'octroie le trône à vie en violant la Constitution. Au Niger, ils étaient prêts à faire la guerre. Mais au Togo, où un seul clan règne depuis un demi-siècle, pas de sanctions, pas une critique, pas un article, même pas un bruit. Pourquoi? Parce que la CEDEAO ne défend pas les peuples. Elle défend un système où les présidents peuvent trafiquer les lois tant que ceux-ci restent fidèles aux intérêts néocoloniaux. Elle agit très fortement, très fermement contre les régimes anti-occidentaux, mais caresse ceux qui obéissent. Elle se dit économique, mais n'a aucun impact sur le quotidien des peuples, si ce n'est négativement. Bref, la CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État accroché au pouvoir, une machine à protéger les oppresseurs. Et ce n'est certainement pas une force au service de la population. On va revenir sur cette organisation en fin de vidéo. On va déjà essayer de comprendre ce qui se passe au Togo. Avant de continuer, un message important. En Afrique, nous ne voulons plus la mentalité de corruption
que certains anciens propagent aux nouvelles générations. On doit stopper ce système qui montre aux jeunes que le vol et la corruption donnent la gloire, alors que l'honnêteté donne la misère. Nous devons renforcer l'intégrité des jeunes face à de telles tentations. La meilleure façon d'éveiller une personne, c'est par l'expérience directe. C'est pourquoi Kiro Games a créé la République virtuelle du Mboa. C'est un jeu vidéo mobile où chaque joueur sera membre d'un gouvernement et où nos choix collectifs auront un incident sur le pays. Imaginez 50 joueurs qui forment un gouvernement d'une ville. Ils reçoivent un projet de barrage électrique. S'ils détournent de l'argent, tous subiront des coupures d'électricité. Mais s'ils restent intègres, c'est toute la communauté qui prospère avec une distribution de l'électricité fiable et abordable. Les joueurs testeront leurs choix égoïstes ou alors collectifs et comprendront clairement qu'à long terme, la corruption mène toujours à la ruine et que seule l'intégrité collective construit une communauté solide. Pour rendre l'expérience attractive, nous utilisons de l'humour. Comme dans l'émission Les Guignols ou encore la série South Park, au Mboa, les joueurs vont s'amuser mais apprendre subtilement les notions de leadership et de vérité derrière la parodie. La meilleure façon d'apprendre, c'est en jouant. Pour financer le projet innovant, Kiro Games a lancé une campagne de précommande et de sponsors VIP. Si le projet vous parle, si vous vous battez pour changer les mentalités autour de vous, rejoignez le projet comme sponsor de cette expérience à partir de 2 € ou 1000 francs CFA. Aidez à améliorer les choses. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. La jeunesse africaine commence à prendre conscience que ce qui se passe dans les autres pays en Afrique va aussi les toucher, tôt ou tard. Ce qui se passe dans un pays en Afrique finit toujours par arriver chez nous d'une manière ou d'une autre. Chacun finit par subir les mêmes difficultés ou pire, les mêmes drames. Dans cette vidéo, nous allons observer de près ce que le peuple togolais exprime et revendique. Pour cerner ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, il est essentiel de s'intéresser à la classe dirigeante. À la tête du pouvoir, nous avons Faure Gnassingbé, l'actuel président du Conseil des ministres, ancien président de la République. Il est à la tête du pays depuis la mort de son père. Cela fait maintenant 20 ans qu'il est au pouvoir. Et avant lui, son père, Gnassingbé Eyadema, avait régné pendant 35 ans. En tout, c'est donc la même famille qui dirige le Togo depuis 55 ans. Rien que cela suscite une forme d'exaspération dans la population qui de plus en plus a le sentiment qu'il n'existe aucune possibilité d'alternance. Si au moins la situation du peuple s'améliorait, si le peuple évoluait, si le peuple était heureux, ses problèmes étaient réglés, ça aurait pu faire un débat à leur longévité. Mais rien. Les gens souffrent. Il faudrait qu'on sache que objectivement, les peuples n'ont aucun problème avec les dynasties tant que celles-ci s'occupent des problèmes du peuple justement. Il arrive toujours un moment où le peuple éprouve un besoin naturel de changement lorsque leur dignité est constamment bafouée. Et là, c'est ce que les Togolais ressentent. C'est une fatigue, une lassitude face à un pouvoir figé. Un clan qui refuse de quitter le pouvoir, qui refuse de s'occuper de son peuple, ça finit toujours par poser des problèmes. On connaît la chanson en Afrique. On connaît tous très bien la chanson. Depuis plusieurs années déjà, il y avait des voix qui s'élevaient face à ça. Des partis d'opposition, mais aussi de simples citoyens appelant à une transition pacifique. La famille Gnassingbé a eu sa chance à gouverner pendant 55 ans sans rien faire de pertinent. C'est important de noter. Et malheureusement, au lieu d'écouter ces appels à la raison, le président Faure Gnassingbé a préféré verrouiller davantage le système. À l'approche de la fin de son mandat, plutôt que d'envisager un retrait, il a entrepris de modifier la constitution. Allô le vieux. Allô Faure, dis-moi comment tu as fait pour changer de régime sans que personne ne se rende compte que tu as zappé la présidentielle? Mon grand dos, c'est simple. Tu leur donnes de grands concerts, tu invites, donnes un peu de sous à tous les artistes du moment, et pendant qu'ils dansent, toi tu signes les décrets. Le peuple aime ça. Moi j'ai déjà écarté les opposants, mais Laurent Gbagbo il parle trop. Les gens l'écoutent encore, ça ne m'arrange pas. Fais diversion. Tu leur rappelles que c'est toi qui as fait gagner la CAN au pays. Si les élections étaient le lendemain de la finale, tu passais sans un mot. Il faut savoir que le parti au pouvoir détient la majorité de l'Assemblée nationale, ce qui lui a permis de faire rapidement passer une réforme extrêmement facilement. Résultat, le Togo est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'était une manœuvre politique qui est en réalité un coup d'État constitutionnel visant à prolonger son emprise sur le pouvoir sous une autre forme. C'est tout. Comme le parti au pouvoir détient la majorité au Parlement, il a été facile pour Gnassingbé de se faire élire président du Conseil des ministres. Avec cette manœuvre, il a vidé la présidence de la République de son pouvoir réel, le réduisant à un simple symbole. Voilà, c'est juste un rôle symbolique désormais. Parce que le véritable pouvoir est maintenant entre les mains du président du Conseil des ministres, c'est-à-dire
c'est à lui-même. Aussi simple que ça. En anticipant une contestation croissante, il a donc redéfini l'architecture politique du pays tout en supprimant la limitation de mandat. Résultat, un mandat de 6 ans renouvelable infiniment. En clair, il s'est repositionné au sommet de l'État, mais cette fois-ci avec un pouvoir renforcé et sans limite de durée. Ainsi, après 20 ans à la tête du pays et une dynastie familiale qui dure depuis 55 ans, au lieu de s'en aller, non, bien sûr que non, il va rester. Il a fait une sorte d'acrobatie constitutionnelle pour rester. Voilà 2 raisons déjà suffisantes pour qu'un peuple fatigué, frustré, agacé, maltraité descendre dans la rue. Au lieu d'ouvrir le dialogue ou alors de répondre aux attentes populaires, le pouvoir a préféré répondre par la force. Répondre par la force, oui, ça ils savent le faire. Punir, réprimer, se servir de la violence, d'une violence incommensurable. Très fort avec les faibles, ça ils savent. Si seulement ils pouvaient montrer leur force face aux difficultés et aux ennemis du pays, ça aurait été plus honorable, mais non. Par contre, ils savent très bien torturer la population, toujours protégés par les mêmes militaires qui ont juré de protéger le pays. Peut-être que dans leur esprit, le pays, c'est seulement les autorités. La population, elle est facultative pour un pays. Elle ne sert à rien. Le gouvernement togolais a déployé des forces militaires dans plusieurs quartiers jugés sensibles, dans des zones où les contestations grondaient. Et plutôt que d'apaiser les tensions, ils ont tenté d'instaurer la peur, la répression, la terreur silencieuse dans la rue. Et résultat, des habitants vivent aujourd'hui dans un climat d'intimidation dans lequel marcher dans la rue, vaquer à ses occupations, chercher comment nourrir sa famille, devient hautement dangereux. En attendant, les gens normaux doivent chercher de l'argent pour vivre. Mais tout le monde a peur parce qu'on peut croiser à tout moment un soldat, une personne armée, au regard menaçant qui les tabasse. Le simple fait d'exprimer une opinion, de faire des réclamations légitimes, ou alors de parler du fait qu'il faut choisir son dirigeant, ça devient un danger. J'ai vu une vidéo où des soldats faisaient preuve d'une violence inouïe sur un civil désarmé. Une violence inutile. L'événement déclencheur, celui qui a mis le feu aux poudres et généré vraiment cet engouement global, c'est l'arrestation d'Amron, un jeune rappeur très suivi sur TikTok qui est une figure de l'activisme politique. Il dénonçait ouvertement les abus du régime, appelait au changement et mobilisait la jeunesse. Donc, face à son influence grandissante, le pouvoir a choisi de l'arrêter de manière arbitraire, conscient du risque qu'il représentait. Si on faisait de lui un prisonnier ou pire, un martyr en l'éliminant, parce que ça aurait provoqué un soulèvement médiatique, le régime a opté pour une stratégie sournoise. Beaucoup plus sournoise, l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique, ce qui est extrêmement violent. Si vous avez déjà vu le traitement d'une personne saine d'esprit là-bas, vous saurez le niveau de torture qui lui a été infligé. On ne le rend pas prisonnier d'un espace, on le rend prisonnier de son propre corps. Un esprit parfaitement fonctionnel dans un corps que l'on traite comme possédant un esprit malade. Un esprit parfaitement fonctionnel que l'on torture avec pour objectif de le briser. Et contrairement à ce que l'on voit dans les films, personne ne résiste à la torture. Personne. Et cette torture est 100 fois pire parce qu'elle n'est pas physique. Elle est entièrement psychologique. En le présentant comme mentalement instable, ils ont cherché à décrédibiliser sa voix, à le briser psychologiquement, tout en évitant d'en faire un symbole de la résistance. Selon les propos rapportés par sa mère, il aurait été rasé de force. Il aurait reçu des injections de substances inconnues et suspectes. Il lui a même confié avoir été piqué. Une torture dissimulée derrière un faux discours médical. Mais leur calcul a échoué parce qu'avant son arrestation, Amron avait déjà appelé la population à descendre dans la rue. Sa voix portait déjà et son arrestation n'a fait qu'amplifier le mouvement. Son arrestation a déclenché une vague de solidarité impressionnante sur tous les médias sociaux. On voyait plein dans les sections commentaires de vidéos qui écrivaient des messages comme « Libérez Amon, je suis Amon » et j'en passe. La pression populaire est montée et face à l'ampleur de la mobilisation, le pouvoir a fini par le libérer. Mais il était déjà trop tard. Le mal était déjà fait. L'humiliation et l'injustice avaient déjà ravivé la colère du peuple. Une série de manifestations se sont alors déclenchées. D'abord prévues pour une durée de 3 jours du 26 au 28 juin, elle s'est poursuivie. Et encore jusqu'à présent, la brutalité, la répression policière s'est enchaînée. Les forces de l'ordre ont répondu avec une grande violence, mais ça n'a fait que renforcer la détermination des manifestants. TikTok, qui avait été l'outil central de la mobilisation et de la diffusion des messages, était désormais bloqué au Togo. Et pour cause, c'est une plateforme capable de faire populariser un message en quelques heures, très rapidement. Un contenu peut devenir viral et mobiliser des foules au-delà des frontières. Donc voilà, en résumé, le contexte actuel de la situation au Togo. Le peuple réclame ouvertement la démission de Faure Gnassingbé. Il ne veut plus la dynastie Gnassingbé au pouvoir. Les gens veulent des gouvernements qui se préoccupent
des problèmes du peuple, qui se préoccupent des problèmes du pays et pas simplement de leurs problèmes. La population exige également un retour à une véritable république. Parce qu'après avoir modifié la constitution, les autorités ont décrété, sans l'aval de personne, l'entrée dans une prétendue 5e république. La bonne blague. Cette 5e république n'est qu'un écran de fumée, c'est rien d'autre. Un tour de passe-passe politique. Et on connaît bien ceux qui conseillent à nos dirigeants ce genre de manœuvre. Lorsqu'un peuple réclame l'alternance, lorsqu'une constitution fixe clairement une limite de mandat, au lieu de respecter la volonté populaire, on change simplement les règles. On déclare une nouvelle république pour effacer les compteurs et soudain, tout repart de zéro. Solennellement, les chefs des forces armées togolaises prêtent allégeance à Faure Gnassingbé. Le pays vient d'entrer officiellement dans sa 5e république. Nouveau régime, même dirigeant. Celui qui est au pouvoir depuis 2005 devient président du Conseil des ministres. Nous, Faure et Sozomna Gnassingbé, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Une fonction créée par la Constitution promulguée il y a 1 an. Désormais, plus d'élections présidentielles au suffrage universel direct. C'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée qui devient président du Conseil et concentre tous les pouvoirs de l'État. Une fonction qui peut être renouvelée indéfiniment sans être élue. Le Congrès a élu l'ancien opposant Jean-Lucien Kouassi Savi-de-Tové président de la République. Une fonction désormais honorifique. Ceci est désormais mon premier mandat dans la 5e République, a-t-il déclaré. Ce genre de stratégie ne fonctionne plus. Le peuple n'est pas dupe. Les Togolais ont compris que ce n'est qu'un moyen de s'accrocher au pouvoir. Comment expliquer, et je pose sérieusement la question, cette obsession des dirigeants africains à vouloir s'éterniser au pouvoir? Même quand la population crie haut et fort, nous ne voulons plus de vous. Comment est-ce que ça s'explique? On va essayer de comprendre ce phénomène. Parce que pour comprendre cette obsession de certains dirigeants africains à vouloir s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, y compris au prix de la violence ou des massacres, il faut qu'on mobilise plusieurs clés d'analyse psychologique combinées à des facteurs historiques, culturels et politiques. En premier argument, il y a le syndrome du messie indispensable. C'est une forme de mégalomanie politique. Certains dirigeants développent une identification délirante à l'État. Le pays, c'est moi. Sans moi, tout s'effondre. C'est ce qu'ils ont en tête. Ils ne font plus la différence entre leur personne privée et leur fonction publique. Ils se perçoivent comme uniques, indispensable et parfois même choisi par les dieux ou alors choisi par l'histoire. Cela relève d'une mégalomanie, un trouble où le sujet surestime sa valeur, son rôle et sa destinée. Conséquence psychologique, un tel dirigeant ne peut pas imaginer le pays survivre sans lui. Donc, quitter le pouvoir devient pour lui une angoisse existentielle. Ensuite, nous avons la peur de la perte parce que pouvoir égale protection. Le pouvoir est un bouclier vital. S'en défaire équivaut pour lui à se mettre en danger extrême. Beaucoup de dirigeants sont impliqués dans plein d'affaires de corruption, des crimes d'État, des abus extrêmement graves. Donc, quitter le pouvoir pour lui, c'est perdre l'immunité et la capacité de se protéger. C'est s'exposer à la justice ou pire, à la vengeance de leurs ennemis. Ce n'est donc pas seulement une question d'orgueil, mais aussi une question de survie personnelle. Conséquence psychologique, le pouvoir est perçu comme la seule manière d'assurer leur sécurité physique, matérielle et symbolique. En 3, on peut comprendre ça par l'ivresse du pouvoir. C'est une addiction psychologique. En règle générale, le pouvoir et le pouvoir politique est l'un des stimulants les plus puissants pour l'ego humain. Il crée une dépendance psychologique au contrôle, au privilège, à l'admiration, à la crainte qu'on inspire. Un sentiment d'omnipotence. Je peux tout faire et personne ne peut m'arrêter. Oui, ce sentiment-là. Des études montrent que le pouvoir altère le cerveau comme une drogue. L'empathie baisse, il y a une hausse de l'impulsivité, la surconfiance, la capacité d'écoute diminue drastiquement, la capacité de se remettre en question disparaît même parfois. Conséquence, ils deviennent déconnectés des réalités du peuple. Plus rien ne compte, sauf se maintenir au trône. Parce qu'ils savent au moins que là encore, il y a leurs intérêts. On peut aussi comprendre ça par l'héritage colonial. Parce que pour beaucoup de cas, ça joue aussi un rôle en Afrique. Traumatisme et paranoïa sont de mise. Un certain nombre de comportements non négligeables s'inscrivent dans un héritage colonial non digéré. Parce qu'on n'a pas encore guéri de la colonisation. Quand le colon nous gouvernait, c'était par la peur, la surveillance, la répression. Et il ne formait aucun successeur. Et comme nous n'avons jamais eu véritablement des indépendances, nous n'avons jamais véritablement fait le deuil de ce que l'on a subi, le modèle s'est reproduit. Nos leaders reproduisent exactement le même modèle, avec l'approbation, le soutien et l'appui tactique et stratégique des anciens colons, du moins des néocolons, puisqu'on parle de néocolonisation.
Résultat, nous avons des dirigeants qui vivent dans une paranoïa permanente. La peur des coups d'État, des révolutions, des assassinats et j'en passe. Conséquence, ils développent un besoin compulsif de tout contrôler, y compris l'armée, la presse, la justice et même les écoles. Je ne peux pas parler de colonisation sans parler de l'environnement culturel. Précisément le culte du chef et la soumission collective. Parce que, bon, en Afrique, beaucoup de peuples ont grandi avec une culture politique du chef sacré, du leader infaillible. Critiquer le pouvoir est tabou, on ne critique pas le père, n'est-ce pas? Ceux qui remettent en question l'autorité du père sont vus comme étant des traîtres, des rebelles ou des ingrats. Donc, imaginez ça à l'échelle d'un président, à l'échelle d'un chef d'État en gros. Ça crée un climat où le dirigeant se sent légitime à rester au pouvoir. Il est le père de toute façon. Vous voulez le retirer en tant que qui? Avec ou sans élection, il va être là, point à la ligne. Résultat direct, c'est que comme il y a l'absence de contre-pouvoir, son pouvoir se renforce. Et il reste dans la bulle psychologique du dirigeant qui ne doit recevoir aucune contradiction sincère. Aussi, ce n'est pas à ignorer. Je vais mentionner la dynamique de groupe. La peur collective du changement qui pousse certaines personnes à rester au pouvoir. Parce que souvent, c'est l'entourage du dirigeant. Famille, militaires, hommes de pouvoir aussi, amis, hommes d'affaires, etc. Ils veulent garder leurs intérêts en le maintenant au pouvoir. Le chef devient une sorte de pilier central d'un réseau clientéliste. Si le chef tombe, toute la pyramide s'effondre. Donc, ça renforce chez lui, avec aussi les mots qu'on lui souffle, l'idée que partir, c'est trahir ses proches. C'est provoquer le chaos, c'est créer des ruines, c'est exposer sa famille à des vengeances, et j'en passe. Et tout ça, une fois de plus, c'est sans penser au peuple qui souffre infiniment. Et au fond, puisque ce n'est pas la démocratie que nous pratiquons, et je pose sincèrement la question, pourquoi continuer à organiser des élections? Pourquoi dépenser des milliards de francs CFA qui pourraient servir à autre chose? On le sait tous, dans trop de nos pays, les élections ne servent plus à donner la parole au peuple. Elles servent simplement à donner une illusion de légitimité. Ils montrent au monde entier, aux institutions internationales que regardez, on m'a voté. On y est la démocratie, donc ne nous dérangez pas. Mais derrière, tout est verrouillé. L'opposition est muselée. La justice est aux ordres de quelqu'un. Les médias sont contrôlés. Les forces de sécurité matraquent ceux qui osent contester. On fait croire au peuple que c'est lui qui décide, alors qu'on lui impose toujours les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes systèmes. Et le pire, c'est que ces élections coûtent des milliards qu'on aurait pu investir dans trop d'endroits. Mais non, on préfère jeter l'argent dans une sorte de mascarade électorale, mascarade que tout le monde connaît déjà à l'issue. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils le font quand même? Parce que ça leur permet de séduire les bailleurs étrangers, de continuer à recevoir de l'argent des institutions internationales, d'avoir une bonne image extérieure. Si seulement ces gars savaient que ça ne servait à rien. Parce qu'ils sont craints dans leur population, non? Maudits aussi, mais craignent. Et d'ailleurs, ils sont méprisés à cause de ce qu'ils font subir à leur population. Les institutions internationales de leur côté, quand vous faites des simulacres d'élections, n'est-ce pas, c'est simplement pour cocher les cases, mais ils donnent l'argent de toute façon à tour de bras parce que les institutions là font aussi partie du système d'oppression. En fait, personne n'est convaincu. Personne. Pire encore, ces élections permettent parfois au régime de savoir qui est contre lui, qui a voté contre et qui ne vote pas du tout. Et après les élections, on cible certaines personnes, on intimide d'autres, on emprisonne d'autres. Il y a certains qui se font même éliminer. Alors on se pose la question, à quoi sert tout ça? Si ce n'est pas pour respecter le peuple, autant arrêter de jouer la démocratie. Autant dire clairement qu'on est dans un régime autoritaire et qu'il n'y a pas d'alternance. Arrêtons de gaspiller le temps des gens. Arrêtons de donner aux gens de faux espoirs. Parce que là, ce qu'on vit... Ce qui est en jeu actuellement au Togo, c'est plus qu'une transition, c'est une refondation. Ce que réclame le peuple togolais, ce n'est pas une simple élection, c'est une refondation du contrat social. La fin du pouvoir à vie, la séparation réelle des pouvoirs, la justice indépendante, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi, la redistribution des richesses nationales, etc., etc. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fond, tout ça en réalité n'est que l'expression du profond malaise que vit et subit le peuple au quotidien. Ce n'est que l'expression de ça. Simplement que le peuple, manquant d'informations, se dit que ok, avec des élections ça ira mieux, avec une véritable alternance ça ira mieux. Tout ce que le peuple exprime quand il liste leurs solutions là, c'est simplement qu'ils aillent mieux, que leurs problèmes soient pris en compte, que leurs difficultés soient gérées, qu'il y ait une justification dans les dépenses des impôts qu'ils payent. C'est ça que le peuple est en train de demander. Parce que voilà tout ce qu'on cherche, à être tranquille, à être en paix,
à être respectés. Vous vous rendez compte que nous sommes humiliés chaque jour, constamment, partout, tout le temps. Il n'y a pas un seul endroit où on ne se fait pas humilier. Donc face à tout ça, le peuple peut s'exprimer comment? On manque d'informations, on est sous-éduqué. Il nous manque tout. Et chaque jour, on entend toujours les milliards à gauche, les milliards à droite. On ne vole qu'en milliards. On ne signe des contrats avec des pertes qu'en milliards. Je vous avais dit qu'on allait un peu parler de la CEDEAO. On va revenir sur eux maintenant. Où est la CEDEAO dans tous ces désordres? Ah, CEDEAO. Cette grande organisation qui hurle quand un militaire patriote prend le pouvoir, mais qui murmure comme une souris quand un président s'accroche à vie en tordant les constitutions. Et il ne se contente pas de tordre les constitutions. Il punit la population parce que la population veut une vie meilleure. Quand c'était le coup d'État au Niger, ils ont sorti les tambours, les trompettes, les déclarations de guerre, les ultimatums. Ils voulaient envoyer des soldats. Ils voulaient faire du bruit, imposer leur ordre sale constitutionnel. Ils ont parlé d'intervention armée comme si c'était l'OTAN version ouest-africaine. Mais le Togo, où le président change les règles du pays pour rester à vie là, où la constitution est violée en plein jour, sans aucun masque ni fumée démocratique. Là où les hommes en tenue bastonnent des gens, pour la simple raison qu'ils ne sont pas des idiots. Là, silence radio. Oui, on te bastonne parce que tu n'es pas un idiot. Vu que tu as vu leur tour de passe-passe qu'ils sont en train de faire là. Et on te bastonne parce que tu n'es pas idiot, tu n'es pas stupide. Et la CEDEAO ne dit rien. Elle ferme sa bouche. Pas de condamnation, pas de menace, pas de communiqué virulent. Rien. On dirait qu'ils ont tous perdu leur micro, leur rage diplomatique. Tout est parti. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Parce que quand un patriote militaire fait un coup d'État, il crie au scandale, non? On coupe les vivres du pays, on ferme les frontières. Mais quand un civil truque les lois pour rester au pouvoir, on trouve ça normal. C'est légal. C'est républicain. C'est simple, hein? L'explication est simple. La CEDEAO ne défend pas la démocratie. Elle n'est même pas un groupe économique. C'est même pas un regroupement de commerçants. C'est faux. La CEDEAO défend simplement les présidents du système néocolonial en place. Point. Ils ne protègent pas les peuples. Ils protègent le système. La vérité, c'est que la CEDEAO n'est pas une union de peuples. C'est un syndicat de chefs d'État, une mutuelle d'autoprotection entre les présidents à vie. Leur logique est la suivante. Si un militaire prend le pouvoir, ça devient dangereux pour eux tous. Alors que si un des présidents là change la constitution, déjà eux-mêmes tous rêvent de le faire, donc ils ferment les yeux et ils le protègent. Et puis il y a aussi la géopolitique des maîtres occidentaux qui entre en jeu. Quand un pays dit stop à la France ou au bloc occidental comme le Mali, le Burkina Faso, la CEDEAO s'exécute sur ordre de Paris ou de Washington. Mais quand un pays comme le Togo reste bien sage, reste bien pro-Occident là, ils sont tout mielleux, tout gentils. Ils ne touchent pas un bon élève du néocolonialisme, c'est perdre de l'argent. La CEDEAO ne mérite pas le nom de communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il mérite le nom de communauté des éternels dirigeants africains opportunistes. On parle d'une communauté des éternels dirigeants africains opportunistes qui ne voient pas les vrais coups d'État, qui ne voient pas la colère des peuples, qui ne voient pas les problématiques des peuples, mais qui voient par contre très bien les intérêts des puissances étrangères. Oh ça oui, ils les voient. Ils voient très bien leurs intérêts personnels, personnels. Ça, il les voit très bien. Elle est toujours absente quand les peuples se font tuer, gazer, torturer. Elle est absente quand il y a des clans qui s'octroient le pouvoir pendant 50 ans, 100 ans. Elle est absente quand on muselle la presse ou qu'on piétine les libertés. Par contre, toujours présente pour condamner tout ce qui bouscule l'ordre établi. Ceux qui refusent d'être des éternels valets du système. Oh non, ils vont répondre présent. Un militaire qui renverse un tyran qui a duré des décennies. C'est un coup d'État. Un président qui modifie 6 fois la constitution pour rester au pouvoir. Ça s'appelle comment? Un message républicain. La vérité, c'est que la CEDEAO a peur du peuple. Elle ne sert pas l'Afrique, elle ne sert pas le peuple. Elle sert des régimes en place et les intérêts de ceux qui les manipulent. Tant qu'elle ne va pas défendre la volonté populaire, tant qu'elle ne va pas dénoncer les coups d'État constitutionnels avec la même vigueur des coups d'État militaires patriotiques, alors elle va rester ce qu'elle est, une organisation inutile, soumise et complice de l'oppression.